La dernière fois, on a parlé des réseaux de neurones et je vous ai dit que ça ressemblait avant tout à une grosse bidouille dégueulasse, ce qui avait amené le lait de 2011 à conclure que ça ne pourra jamais être bien utile. Et très clairement, si le lait de 2011 a conclu cela, c'est qu'il n'a pas lu l'article de Turing de 1950 dont on a longuement parlé dans les épisodes 2 à 7, surtout dans l'épisode 7. Oui, parce qu'en 1950, Turing avait déjà anticipé le fait que l'intelligence artificielle de niveau humain émergerait sans doute d'une bidouille de code extrêmement sophistiquée guidée par des données. Autrement dit, Turing avait anticipé le machine learning. Pour rappel, dans l'épisode 7, on a vu que Turing avait compris que tout algorithme très intelligent correspondait nécessairement à un code source extrêmement long, sans doute d'au moins 1 gigaoctet. Or, écrire un tel code est une tâche herculéenne qu'aucun humain ni groupe d'humains ne serait capable de réaliser en moins, disons, d'un siècle. Pour Turing, la seule façon d'écrire un tel code, c'est de partir d'un algorithme initial et de chercher à le complexifier au fur et à mesure en le guidant à l'aide d'un très grand nombre de données. Typiquement, une façon d'implémenter les idées de Turing, c'est de considérer que notre algorithme contient un très grand nombre de paramètres, c'est-à-dire des millions voire des milliards de boutons à tourner, et d'explorer les valeurs possibles de ces paramètres en étant guidé dans cette exploration par les données. Selon Turing, ce n'est qu'ainsi qu'après cet apprentissage, on disposera d'algorithmes de grande complexité qui soient néanmoins pertinents pour des applications en lien avec le monde réel. Et bien ça, c'est exactement le principe du machine learning moderne. On considère des modèles avec des millions de boutons à ajuster et pendant la phase dite d'apprentissage, on exploite des données pour déterminer dans quelle direction tourner ces différents boutons. Ok. Mais il reste encore à déterminer comment ajuster les boutons en fonction de chaque nouvelle donnée observée. Et là, on pourrait imaginer plusieurs façons de faire. En bon bayésien, mon algorithme d'apprentissage préféré est bien sûr la formule de Bayes. Mais en bayésien pragmatique, je sais aussi que la formule de Bayes requiert des calculs beaucoup trop longs en pratique. En fait, ce qui serait plus simple, c'est qu'étant donné les positions actuelles des boutons et étant donné des données à analyser, on puisse déterminer exactement les changements optimaux de position des boutons pour que notre machine apprenne. Eh bien, ça, c'est exactement ce que propose la descente de gradient. Pour comprendre cela, prenons un cas simple. Imaginons que la machine cherche à reconnaître des chats. On lui donne des images en entrée et elle ressort un nombre entre 0 et 1 qui est la probabilité selon la machine que l'image en question soit une image de chat. Pour tester les performances de la machine, on peut lui donner plein d'images différentes. Quand on lui montre une image où il n'y a pas de chat, la machine est censée répondre 0. Mais de façon intéressante, on peut dire que si elle répond 0,1, elle n'aura pas trop faux. En revanche, si elle répond 0,9 ou 1, là, elle aura très faux. Une façon classique de mesurer l'erreur de la machine sur une image sans chat est de calculer le carré de sa sortie. Ainsi, s'il n'y a pas de chat et si la machine dit 0,1, alors elle aura une petite pénalité de 0,1 au carré qui est égale à 0,01. Mais si elle dit 0,9, alors sa pénalité sera alors 0,81. De façon générale, si la machine répond P à une image sans chat, alors elle recevra une pénalité égale à P carré. A l'inverse, lorsqu'on montre une image de chat à la machine, celle-ci est censée répondre quelque chose de très proche de 1. Cette fois, la pénalité du chat pourra être mesurée par la quantité 1 moins P au carré. Ainsi, si P est égal à 0,9, alors la pénalité sera 1 moins 0,9 au carré, qui est égal à 0,1 au carré, qui est égal à 0,01, ce qui est très faible. Pour mesurer la performance de notre machine, on peut lui donner plein de données, par exemple des milliards de photos, et calculer les pénalités moyennes de la machine. Ainsi, une machine avec une erreur quadratique moyenne de 0,25 sera plutôt mauvaise, tandis qu'une machine avec une erreur quadratique moyenne de 0,01 sera très bonne. L'erreur quadratique moyenne de la machine est aussi appelée fonction de perte ou loss function en anglais. Et au final, le machine learning consiste à déterminer les réglages de la machine qui minimisent cette fonction de perte. Reste maintenant à déterminer ces réglages de la machine. Pour cela, considérons d'abord le cas simple où la machine ne possède qu'un seul bouton qui peut prendre des valeurs disons entre 0 et 100. Si on est patient, on peut tester toutes les positions de la machine. Pour chaque position, on peut ainsi déterminer l'erreur moyenne de la machine avec le réglage en question. On peut même tracer une courbe qui donne les erreurs de la machine en fonction de la position du bouton. Et sur ce graphe, on voit alors très bien ce qu'il faut faire. Pour minimiser les erreurs de prédiction, il faut mettre le bouton à la position 42. Ok, mais le problème c'est que ça nous a pris un peu de temps. Et en pratique, il serait vraiment bon de savoir si lorsqu'on est à la position 63, disons, il vaut mieux tourner le bouton vers la gauche ou vers la droite. Mieux, idéalement, il serait bon de savoir s'il faut beaucoup tourner à gauche, légèrement à droite, beaucoup à droite ou rester tel quel. Eh bien, il se trouve qu'en mathématiques, il existe un outil qui a été inventé pour répondre à cette question. Cet outil est appelé la dérivée de la fonction de perte
en fonction du réglage du bouton. Si cette dérivée est très positive, c'est qu'il nous faut beaucoup tourner à gauche, et si elle est légèrement négative, c'est qu'il nous faut légèrement tourner à droite. Alors, il y aurait beaucoup plus à dire sur la dérivée, malheureusement je ne vais pas prendre le temps de bien en parler, mais j'ai fait pas mal de vidéos sur ce sujet sur la chaîne Wandida pour ceux qui veulent en savoir plus. Ok, la dérivée ça marche bien dans le cas où on n'a qu'un seul bouton à tourner. Mais qu'en est-il du cas où il y a plusieurs boutons? Eh bien tout bêtement, on peut regarder les effets de chaque tournage de bouton sur les performances de notre machine. Dans le jargon, on parle de dérivée partielle de la fonction de perte par les réglages de chaque bouton. On obtient ainsi pour chaque bouton un nombre qui nous dit à quel point il faut tourner le bouton pour améliorer les performances de la machine. La collection de ces nombres forme alors un vecteur que l'on appelle le gradient de la performance de la machine par les réglages. Eh bien, l'algorithme par descente de gradient, ça consiste tout bêtement à tourner les boutons proportionnellement aux dérivées partielles des boutons. Ou dit encore autrement, ça revient à suivre les indications suggérées par le gradient. Et comme ce gradient est déduit des performances de la machine, qui sont déduits des données d'entraînement de la phase d'apprentissage, on voit bien en quoi l'algorithme par descente de gradient correspond bien à une exploration des réglages de la machine guidée par les données. Alors, c'est bien beau tout ça, mais le problème en général, c'est que calculer le gradient peut être un problème très difficile en tant que tel. En fait, dans un cas très général, ce calcul de gradient peut être si long qu'il n'est pas raisonnable de l'effectuer en pratique. En particulier, pour une machine quelconque, je vous déconseille d'entreprendre ce calcul. Cependant, comme je l'ai brièvement mentionné dans l'épisode précédent, il se trouve que dans le cas des réseaux de neurones, les gradients sont formidablement simples à calculer, comme on le verra la semaine prochaine. Et c'est vraiment ça, à mon sens, qui fait le succès des réseaux de neurones. En fait, cette faculté à être guidé par un gradient semble si cruciale que certains chercheurs comme Yann Lequin préfèrent désormais parler de programmation différentielle, c'est-à-dire de programmation qui s'appuie presque exclusivement sur le fait d'être guidé par les gradients déduits de performance de la machine sur des données d'entraînement. Selon Yann Lequin, le futur de l'informatique, c'est la programmation différentielle. Donc si je récapitule la descente de gradient, ça consiste à partir d'abord d'un réglage quelconque et on va ensuite procéder à des itérations pour améliorer au fur et à mesure ce réglage. La première étape c'est de calculer le gradient qui correspond au réglage en cours, puis on va suivre les indications données par ce gradient pour en déduire un nouveau réglage et il s'agit ensuite de répéter cette procédure encore et encore pour améliorer encore et encore notre machine. Alors tout ce que j'ai expliqué jusque-là peut paraître assez clair, j'espère. Mais en fait, ça s'applique surtout au cas restreint de l'apprentissage dit supervisé, c'est-à-dire le cas où l'on cherche à prédire un label à partir des données, comme par exemple prédire la présence de chat dans une image. Malheureusement, dans un cas plus général d'apprentissage, notamment dans le cadre de l'apprentissage dit non supervisé, il n'est pas forcément évident qu'il existe une fonction de perte à minimiser. Or, ces fonctions de perte sont vraiment indispensables pour pouvoir ensuite définir la notion de gradient et pour pouvoir ensuite effectuer de la descente de gradient. Pour néanmoins sauver la descente de gradient, on a ainsi tendance à bidouiller ce que l'on veut vraiment faire pour se ramener à un problème de minimisation de fonctions de perte. C'est typiquement cette façon de ramener la formule de Bayes à un problème de minimisation de fonctions de perte qui est au cœur du succès spectaculaire des Generative Adversarial Networks dont on reparlera dans une future vidéo. D'ailleurs, même dans le cas de l'apprentissage supervisé, il reste le problème de la surinterprétation dont on a parlé dans les épisodes 11 à 18. Fort heureusement, les chercheurs ont trouvé une manière de combattre la surinterprétation tout en restant dans le cadre d'une programmation différentielle, en introduisant par exemple la régularisation dont on a parlé dans l'épisode 18. De façon générale, il semble que le machine learning prometteur, c'est celui qui parvient à intégrer des notions fondamentales de Turing et de la formule de Bayes, tout en obéissant au paradigme d'exploration des réglages par descente de gradient impose le paradigme de la programmation différentielle. Enfin, une dernière chose, vous aurez remarqué que le titre de cette vidéo ne parle pas de descente de gradient, il parle en fait de descente de gradient stochastique. Oui, parce qu'il se trouve qu'en pratique, calculer les performances exactes d'une configuration de machine prend beaucoup de temps puisqu'il faut tester la machine avec un très grand nombre de données. Plutôt que de ce faire, la descente de gradient stochastique propose de ne tirer qu'un petit échantillon de données, de calculer le gradient vis-à-vis de ces données uniquement, et de tourner les réglages des boutons en fonction de ce gradient. Et il se trouve que c'est ainsi que fonctionnent les algorithmes de machine learning les plus performants d'aujourd'hui. On peut interpréter cette descente de gradient stochastique comme suit. À chaque étape, on tire quelques données au hasard et on ajuste les paramètres de notre machine pour aller dans le sens de l'explication de ces données, sans toutefois chercher à pleinement expliquer ces données. Et puis, on réitère ces petits quantas d'apprentissage un très grand nombre de fois. Cet apprentissage forme ensuite une sorte de danse des paramètres composée de certains pas parfois étranges. Mais de façon cruciale et assez stupéfiante, la combinaison d'un très grand nombre de ces pas de danse nous guide alors vers des paramètres plus pertinents qui peuvent alors donner lieu à une machine aux performances surhumaines.
La dernière fois, on a parlé des réseaux de neurones et Gamer1213M nous demande quel langage utiliser pour pouvoir coder des réseaux de neurones. Alors, je suis absolument pas développeur, j'ai jamais codé de réseau de neurones, du coup, je vais pas avoir une réponse forcément très intelligente. Mais en gros, le truc qui a l'air d'être utilisé par vraiment pas mal de gens, en tout cas dans mon labo de recherche, c'est vraiment TensorFlow, le truc de Google là, qui marche vraiment bien. Alors c'est pas ce que diraient mes collègues, mais bon, ça marche vraiment pas mal, c'est facile d'utilisation. C'est souvent utilisé en combinaison avec Python, mais je suis sûr que vous pouvez l'utiliser, l'appeler avec d'autres API. Et pour apprendre à mettre les mains dans le cambouis et à programmer des réseaux de neurones, je vous recommande les tutoriels de plusieurs chaînes YouTube, notamment celle en français de Thibaut Neveu, et sinon celle en côté anglophone qui marche très bien de Siraj Raval, où il y a vraiment pas mal de choses. Survivor demande si je vais parler des algorithmes génétiques dans cette série sur l'intelligence artificielle, et la réponse est non, en tout cas pas dans un épisode dédié, du coup j'en parle maintenant très rapidement. Ce qui est amusant, c'est que les algorithmes génétiques, c'est une idée qui a été proposée par Alan Turing, encore une fois, dans son papier de 1950, où vraiment il s'était posé la question de comment est-ce qu'on en est arrivé à un cerveau humain, et voilà, assez rapidement on vient que quand même l'évolution darwinienne a eu un rôle très important à jouer dans ce développement de la complexité du cerveau humain, et du coup Turing a proposé très naturellement l'idée que des intelligences artificielles soient conçues et optimisées et apprises à partir de principes similaires à la sélection darwinienne. Et c'est ainsi que sont nés un peu les algorithmes génétiques. Alors très rapidement, le principe est bien sûr très inspiré de la biologie, en particulier de trois aspects de la biologie. Le premier, c'est de maintenir en vie une population assez diversifiée de différentes intelligences artificielles. Donc voilà, donc on va pas chercher uniquement à avoir la meilleure possible intelligence artificielle, mais on va essayer de s'assurer qu'il y ait une certaine diversité dans une famille d'intelligence artificielle. Ensuite, la deuxième étape, ça va consister à faire des croisements et des mutations pour créer des nouvelles variantes en fait d'intelligence artificielles qui sont peut-être combinées ensuite avec d'autres algorithmes d'apprentissage pour un peu les optimiser un petit peu, parce qu'il suffit pas de faire un croisement. A priori, le croisement va donner lieu à quelque chose qui est pas terrible, mais si on prend quelque chose de pas terrible, moins ce sera peut-être nouveau, et si ensuite on l'éduque, on aura peut-être quelque chose qui sera du même niveau que notre famille, notre population d'intelligence artificielle, et de temps en temps parfois un truc qui sera bien meilleur. Et enfin, le troisième aspect très important, c'est la sélection, qui va consister essentiellement à supprimer de la population d'intelligence artificielle les intelligences artificielles qui sont les moins performantes. Et ainsi, au fur et à mesure des itérations et des générations, on peut s'attendre à ce que la population d'intelligence artificielle s'améliore au fur et à mesure et atteigne des niveaux qui seraient difficiles à calculer autrement. Ce qui est assez contre-intuitif, c'est que ce principe très simple qui combine du coup à avoir une population diversifiée, créer des mutations et sélectionner uniquement les meilleurs, en tout cas supprimer les moins bons. Ces trois principes très simples suffisent à souvent avoir des performances qui sont surhumaines, dans le sens où voilà, ça résout des problèmes, notamment il y a beaucoup d'applications des problèmes qui sont souvent NP dur, par exemple le voyageur de commerce, où on arrive assez facilement à avoir, on arrive à avoir aujourd'hui des solutions qui sont meilleures que ce qu'un humain serait capable de trouver, et qui sont même parfois meilleures que tout autre algorithme qui a été proposé. Donc il arrive que ces principes très basique, qui ne repose pas sur cette descente de gradient et sur un indicateur de dire dans quel sens tourner les boutons. Parfois, ce fait de tourner les boutons semble parfois limité pour certains problèmes, et du coup pour ces problèmes-là, il peut être utile d'avoir d'autres méthodes, comme par exemple les algorithmes génétiques. Donc si je devrais parier, je dirais que la descente de gradient reste un truc extrêmement important qui sera certainement un composant central dans les intelligences artificielles du futur, mais peut-être que très probablement même ça ne suffira pas et qu'il faudra combiner ça à pas mal d'autres techniques, comme par exemple ces idées d'algorithmes génétiques. Je pense aussi des idées comme des trucs un peu plus bayésiens, comme les méthodes d'échantillonnage, notamment Monte Carlo, Markov Chain, seront des méthodes qui vont jouer aussi des rôles importants dans l'avenir. Je vous renvoie notamment vers mon livre où je parle de pas mal de ces différents algorithmes. Enfin, Jeff Hack demande si un réseau de neurones est capable d'approximer n'importe quelle fonction, est-ce que ça veut dire qu'elle est capable d'approximer la formule de Bayes? En gros, la réponse à cette question est non, pour des raisons parfois un peu compliquées. Mais même au-delà de ça, en fait, il y a des fonctions que, de façon pragmatique, les réseaux de neurones ne seront pas capables d'approximer. Pour une raison assez simple, c'est que la taille du réseau de neurones nécessaire pour approximer ces fonctions pourrait être exponentiellement grand, donc vraiment irréalisable dans notre univers. Donc par exemple, il est possible que pour certaines fonctions,
Pour avoir une approximation assez bonne de cette fonction, le réseau de neurones doit avoir un Google de neurones, ce qui entre pas dans l'univers observable, puisqu'il y a moins d'un Google de particules dans l'univers observable. Et en fait, ça peut souvent même être bien pire que ça, puisqu'on peut avoir des configurations où il faut un Googleplex de neurones, par exemple, pour pouvoir rapprocher une certaine fonction. Du coup, il y a ce problème de la complexité en fait du réseau de neurones qui est absolument primordial à prendre en compte. Et en fait, c'est une raison additionnelle pour laquelle le terme d'universalité des réseaux de neurones est loin d'être conclusif quant au fait que les réseaux de neurones sont la solution ultime au machine learning. Bref, j'aurais tendance à dire que le théorème d'approximation universelle, c'est un peu une condition un peu nécessaire pour le succès des réseaux de neurones, mais c'est absolument pas suffisant pour l'expliquer. Et il me semble que vraiment le truc qui fait que les réseaux de neurones marchent aussi bien, c'est le fait qu'ils se prêtent très bien à la descente de gradient et donc à la programmation différentielle. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La prochaine fois, on va parler de comment est-ce qu'avec un réseau de neurones, on peut calculer assez facilement le gradient du réseau de neurones étant donné une certaine donnée. Et tout ça va reposer sur un algorithme qu'on appelle la rétropropagation ou encore backpropagation ou backprop en anglais. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter, à la partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci au tipeur pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Those that did best are put to one side, the others recycled. BuilderBot still isn't good at building bots, but now it takes those left and makes copies with changes and new combinations. Back to school they go. TeacherBot teaches, tests again, and BuilderBot builds again. And again, and again. Imagine organizing all 13,000 weights and biases of our network into a giant column vector. The negative gradient of the cost function is just a vector. It's some direction inside this insanely huge input space that tells you which nudges to all of those numbers is going to cause the most rapid decrease to the cost function.